Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis avec Pablo. Alors Pablo, on s'est rencontré à une émission radio il y a quelques semaines à Montpellier. Donc le sujet était le Bitcoin, la blockchain. Je vais le laisser se présenter. Alors rapidement, il est doctorant sociopolitique et chargé de TD en économie. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir son expertise sur des sujets un petit peu pointus, c'est vrai. Donc j'ai posé pas mal de questions. Je vais lui poser pas mal de questions qui viennent des abonnés et notamment de ceux qui sont dans le groupe privé. Je leur ai dit, il y a quelqu'un qui a un grand savoir sur le domaine et on va lui poser quelques questions. Donc là, c'est vraiment les questions qui viennent de vous abonnés. Donc voilà, on va lui laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus sur toi, comment tu as connu le monde de la crypto, de la blockchain et que fais-tu aujourd'hui? Alors oui, bonjour François, merci de ton invitation déjà. Je viens plutôt du monde des sciences sociales, du monde de l'économie, et malheureusement, dans ce monde-là, on a généralement un rejet des crypto-monnaies, en tout cas une méfiance. Et il y a relativement peu d'articles scientifiques qui s'écrivent là-dessus, et généralement, ce sont des informaticiens qui prennent leur lait. J'ai découvert les crypto-monnaies dans le cadre de ma thèse. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'était en Argentine, donc mon sujet de thèse porte sur des mouvements ouvriers en Argentine qui mettent en place dans leurs unités productives une monnaie alternative basée sur une blockchain. D'accord. Okay. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser plus profondément sur le Bitcoin, puisque j'avais un ami qui en 2013 avait acheté quelques Bitcoins, et en 2017 il était millionnaire. Et je me rappelle que lorsqu'il les avait achetés, je me suis concrètement moqué de lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Et bon, il est devenu millionnaire, donc ça a quand même attiré un peu mon attention. Je suis entré en contact avec le groupe d'informaticiens qui soutenait cette monnaie, qui s'appelle d'ailleurs la monnaie PAL en Argentine. Ouais. J'ai commencé à creuser un petit peu du côté de la blockchain, regarder comment ça fonctionnait. J'ai vraiment bénéficié de l'expertise de ces informaticiens qui ont un petit peu complété mon point de vue sur les monnaies, un point de vue en tant qu'économiste, quoi. Okay. Donc c'était en quelle année ça? C'était en 2016, fin 2016. Okay. On a compris que tu étais peut-être déjà un petit peu pro-crypto, pro-blockchain. Alors, on va commencer par la première question. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des questions un petit peu plus poussées que d'habitude. Alors, la première, je ne sais plus de qui elle vient. Je crois qu'elle vient de Maxime. Je vais la faire en entier. Donc, le système de monnaie dette qu'on critique beaucoup aujourd'hui est poussé à l'extrême, mais néanmoins, ça reste le moteur de la croissance depuis des décennies. Que pouvons-nous attendre de l'activité économique si on remplace le système de la monnaie dette par le Bitcoin? Quel serait l'impact sur l'économie? Alors, par rapport à la croissance, déjà Maxime, c'est une excellente question. Je veux juste préciser un aspect. Le système de monnaie de dette n'est pas le seul moteur de la croissance. Dans les modèles de croissance, on a quelques facteurs principaux. Les derniers modèles dans l'état actuel de la littérature, nous parle de l'accumulation de capital physique, de l'accumulation de capital humain, du progrès technique et des institutions qui sont plus ou moins favorables à la croissance. Paradoxalement, dans ces modèles, on parle très rarement de création monétaire par le crédit. Pourtant, je pense que, en effet, il y a un mécanisme inhérent à la création monétaire par le crédit qui fait qu'on serait dans une course de croissance infinie. Je vais un petit peu expliquer le mécanisme. Je pense que la question vient peut-être de là, au final. Oui. Donc, pourquoi cette course en avant? Imaginons que je veux acheter un appartement à Paris. Je vais prendre l'exemple du début. Allez, vas-y. 40 mètres carrés, 10 000 euros le mètre carré. Bon exemple. 400 000 euros, je vais voir mon banquier, je lui dis, bon voilà, je suis chargé de t'aider, je pourrais vous rembourser. Et il m'octroie le crédit. Mon compte courant est crédité de 400 000 euros. Ouais. Où étaient ces 400 000 euros juste avant? Eh bien, il n'existait pas, tout simplement. La banque, en effet, est les banques sont les seules institutions monétaires qui peuvent appuyer sur un bouton. Voilà, appuyer sur un bouton et créer de la monnaie. Ouais. Créer de la monnaie acceptée par tous. Le problème est que j'ai une dette de 400 000 euros. Et imaginons qu'on est dans une économie, il n'y a que moi, le banquier et François. Dans toute l'économie, il n'y a que 400 000 euros qui circulent.
mais je devrais rembourser 400 000 euros plus les intérêts. Ce qui veut dire qu'au niveau macroéconomique, nécessairement, un autre agent devra s'endetter pour créer cette monnaie qui, à ce moment-là, n'existe pas. Évidemment, je veux préciser, les agents qui s'endettent ne s'endettent pas pour que moi, je puisse rembourser mon crédit. Ils s'endettent pour financer leurs propres investissements, etc. Mais on est toujours obligé de produire pour rembourser, justement, ces intérêts qui n'existent pas dans la masse monétaire au moment où la dette est contractée. D'où la course en avant. Je précise tout de suite, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce système pourrait être court-circuité, disons, ou neutralisé avec un taux d'intérêt zéro. On arrêterait cette histoire de course en avant, si vous voulez. Je veux faire une petite précision aussi sur le PIB, la richesse, la croissance, parce qu'on parle de croissance, mais il faut d'abord déconstruire le terme. Fais-toi plaisir. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on entend par croissance ? C'est l'accumulation de richesse, si vous voulez. C'est une manière de le voir. On peut aussi dire que la croissance, c'est la comparaison d'un flux de création de richesse par rapport à l'année précédente, etc., ou à la période précédente. Mais les économistes ne s'accordent à aucun moment sur la définition de richesse. Qu'est-ce que la richesse ? Je pense qu'elle est très mal mesurée. Donc, si on partait de la base que la richesse est ce qui permet d'assurer la reproduction matérielle des sociétés, et c'est bien l'objet de l'économie finalement. C'est une bonne définition. On a un problème puisque tu auras remarqué que dernièrement on parle de scénario d'effondrement en cas de croissance infinie. Croissance de quoi ? Croissance de la richesse. On a donc un problème d'indicateur, puisque si on a un effondrement avec un monde avec une croissance infinie, alors l'indicateur ne prend pas en compte quelque chose qui produirait cet effondrement qui implique une non-reproduction matérielle de la société. Et ce quelque chose, c'est concrètement les externalités négatives, l'impact écologique, ou tout ce qui ferait que... Tout ce qui devra à un moment donné être pris en compte, un cataclysme causé par la croissance industrielle, va nous coûter beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas pris en compte à court terme, mais ça devra l'être à long terme. Je pense que ça parle à beaucoup de monde là déjà. Donc si on devait faire une comparaison entre le PIB comme indicateur et autre chose, j'aime bien en cours donner cet exemple. Imaginons qu'on est à l'époque des Australopithèques et on remarque qu'il y a du vent. Et il y en a un qui demande, oui, mais combien de kilomètres heure, quelle est la vitesse du vent ? Et l'autre lui répond, c'est quoi les kilomètres, c'est quoi les heures et c'est quoi la vitesse ? Donc on sait qu'on produit de la richesse, mais on ne sait pas très bien la mesurer. Par exemple, 1 heure de cours, ça crée combien de richesse ? On ne peut pas le mesurer. Pourtant, on sait qu'on a besoin de former des travailleurs pour qu'ils produisent ensuite. Donc ça devrait être pris en compte d'une autre manière dans le PIB. Le PIB est un indicateur très incomplet. Donc je pense que je referme la parenthèse PIB, je pense que la question d'Adrien, c'est ça ? C'est possible, il y avait Maxime... Adrien, porte surtout sur la croissance de biens et services marchands. Donc, est-ce que le Bitcoin serait déjà une monnaie de la décroissance ? C'est une très bonne question, dans le sens où si... on supprime précisément ce mécanisme de course en avant. En effet, le Bitcoin pourrait être une monnaie de la décroissance. Mais, attention, décroissance peut aussi vouloir dire crise. Dans le sens où, si vous avez une société de marché régulée par des mécanismes de marché et vous bloquez un de ces principaux mécanismes de marché en imposant une monnaie qui ne répondrait plus justement, ou qui ne serait plus en adéquation avec toutes les autres institutions qui fonctionnent aujourd'hui, eh bien, vous aurez un scénario type Grèce, type Portugal, type Italie. Là, vous avez de la décroissance, vous avez une chute du PIB, mais qui s'accompagne de forts taux de chômage, de forts taux de pauvreté, de suicide, etc. Donc, je pense que si on voulait arriver à une société de la décroissance, le seul fait de choisir une autre monnaie ne suffirait pas. Il faudrait un changement institutionnel sur beaucoup d'autres aspects. Après, il y a la question aussi court terme et long terme. Parce que là, le court terme sur le Bitcoin, c'est, comme il l'indique dans la question, ça pousse à la conservation. Ça pousse, du coup, effectivement, à une décroissance au court terme. Si on est là sur un type, un or qu'on va garder ça chez soi pour conserver à long terme, ça, c'est ce qu'on met en place aujourd'hui sur le Bitcoin au court terme. Mais comment ça peut arriver au long terme pour mettre en place vraiment quelque chose de viable ? Eh bien, si je réponds à cette question maintenant, je suis en train de m'avancer sur une autre question qui porte sur la déflation. Je vais essayer de ne pas trop piétiner l'autre question. Donc, comment arriver à quelque chose de viable ?
comment concrètement universaliser le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie qui est une offre complètement rigide, qui soit... Si on part sur une crypto qui est purement monétaire, purement là pour remplacer une devise. D'accord, pour remplacer, disons, toutes les monnaies fiat du monde. Par exemple. D'accord. Ça voudrait dire que les agents économiquement rationnels, à un moment donné, se diraient « je ne veux plus de monnaie fiat ». Donc on reporte tout ça sur le Bitcoin ou sur une autre monnaie. Il convient de se demander comment est-ce qu'on pourrait arriver à cette décision collective. Tant que vous êtes par exemple endetté en dollars, eh bien vous aurez besoin de dollars pour payer votre dette. Donc je n'arrive pas à imaginer un scénario à court terme où on puisse convaincre 7 milliards d'individus qui sont déjà pris dans d'autres institutions, c'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier finalement, qui sont déjà pris dans d'autres cycles de dette, dans une autre monnaie, d'abandonner cette monnaie dans laquelle ils sont endettés. Ça pourrait peut-être passer par une coordination politique, mais ça implique nécessairement une centralisation, et c'est la centralisation que la blockchain entend éviter. Donc c'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe. Oui, il y a un conflit d'intérêts aussi. Oui. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Donc pour cette question, c'est très difficile à modéliser. Alors, est-ce que tu as peut-être envisagé plusieurs scénarios? Est-ce que peut-être il y aurait une proportion plus ou moins adéquate de crypto versus les monnaies fiduciaires? Comment tu le vois? Alors, je pense qu'à court terme, en tout cas, on est en train de garder un monde plurimonétaire. Et on est en train d'assister à une concurrence non seulement entre les monnaies fiat et les monnaies crypto. Et je voudrais plutôt parler de crypto-actifs, pas de monnaie. Ça me va. Pour le moment, les crypto-actifs ne remplissent pas toutes les fonctions de la monnaie. Je dis bien pour le moment. Mais à court terme, voire à moyen terme, et encore, qu'est-ce que le court terme et qu'est-ce que le moyen terme? Encore un sujet de dispute entre économistes. Je pense qu'on sera dans un monde de manière assez durable qui sera témoin d'une pluralité monétaire. Ouais. Voilà. Ça me fait penser à une émission podcast que j'avais enregistrée il y a peut-être plus d'un an. C'était le Bitcoin dans 20 ans, où j'imaginais effectivement plus l'aspect politique de comment on pouvait arriver à un Bitcoin qui soit vraiment là pour le grand public. Et dedans, j'imaginais que ça passait par plusieurs phases. Donc une phase où on devait passer obligatoirement par un contrôle des États-nations, obligatoirement. Et ensuite, on arriverait à un échec, parce qu'effectivement, on partirait sur de la centralisation des cryptoactifs pour arriver à ce qu'on appellerait un individu souverain qui aurait son économie en main complètement. Est-ce que ça te parle? Alors, oui, ça me parle, mais c'est très utopique. J'irai dans ton sens. Et lorsqu'on parle d'avoir son économie en main, on pourrait même envisager que chaque être humain puisse créer sa monnaie. C'est-à-dire que chacun serait sa propre banque. Je reviens un petit peu sur l'exemple argentin. Comment fonctionne cette petite crypto-monnaie locale, si vous voulez, complémentaire? Eh bien, il a créé à travers le crédit. Et, c'est sur la blockchain BitShare. Du coup, on peut contrôler ce token qui fonctionne sur la blockchain BitShare. Et ce sont des assemblées qui octroient des crédits à des producteurs en monnaie par. Mais ce sont des assemblées souveraines, composées de 10 personnes, 15 personnes. Imaginons qu'on remplace ces assemblées par des individus. On pourrait très bien imaginer un système où chaque individu pourrait octroyer des crédits à une autre personne. Alors, il y aurait peut-être un problème de non-remboursement et d'inflation. Dans ce cas-là, comment éviter ce problème? Bien, les banques, si vous voulez, l'évitent avec l'existence d'une monnaie centrale. Par exemple, si, un petit exemple, je suis la banque A et tu es la banque B. Je crée 100 euros et je crédite le compte d'un de mes clients de 100 euros. Et ce client-là dépose ou effectue un paiement vers un de tes clients. Sauf que toi, banque B, tu n'acceptes pas de la monnaie A. Tu as nécessairement besoin de monnaie centrale. Donc, pour me procurer de la monnaie centrale, soit j'attends que d'autres clients d'autres banques déposent chez moi, soit je m'endette auprès de la banque centrale, soit je m'endette auprès d'autres banques, etc., sur le marché interbancaire. Donc, on pourrait imaginer un système bimonétaire entre la monnaie crédit basée sur la blockchain et une monnaie centrale interindividuelle qui soit acceptée de tous, qui serve justement à recouvrer les dettes.
bien sûr, il faudrait beaucoup moins de monnaie centrale que de monnaie crédit en circulation, dans le sens où, imaginons que il y a 100 euros qui partent de ma banque et qui vont chez la tienne. Mais un de tes clients effectue un paiement vers un des miens de 99 euros. C'est-à-dire que je te dois 100, mais tu m'en dois 99. Donc, fin de l'opération, à la fin de la journée, je ne te dois plus qu'un euro de monnaie centrale. Ouais. Dans une journée, il y a tellement d'opérations, il y a des millions d'opérations sur le système bancaire que le taux de réserve nécessaire en monnaie centrale que doivent détenir les banques commerciales est proche de 1%. D'accord, ok. Comment tu le vois ça par rapport aux cryptos? Comment tu vois, c'est un peu la question d'après, comment tu vois les conséquences au niveau mondial de l'individu et du futur de l'être humain au final? Eh bien, c'est une question à la Isaac Asimov, quoi. On est pratiquement dans le cycle de fondation. Il y a tellement de variables qu'on ne contrôle pas que je pense que c'est un scénario qui est impossible à modéliser. Peut-être qu'il faut prendre en compte le rapport de force actuel. Donc, quelle carte a-t-on en main et quelle carte peut-on jouer aujourd'hui si on veut faire avancer les crypto-monnaies? On a clairement des banques centrales qui n'accepteraient en aucun cas de perdre une souveraineté monétaire sur leur territoire. On a des États qui, paradoxalement, pourraient être intéressés, comme le Venezuela, une crise monétaire absolue, et pourtant, il se penche vers la blockchain avec le pétro. On a des entreprises qui sont très intéressées d'un côté, mais qui ont un petit peu peur de l'autre. Il y a déjà un problème de circulation de l'information pour la blockchain. Si on va faire un sondage dans la rue tout à l'heure et on demande à 100 personnes de nous expliquer comment fonctionne la blockchain, je doute qu'une seule puisse nous expliquer comment fonctionne la blockchain. Il en va de même avec la création monétaire par le crédit. Ah oui. Après, encore une fois, là, bon, ça, je vais peut-être me répéter, mais dans l'idée, la blockchain, donc la technologie qu'il y a derrière, le grand public n'est pas censé comprendre comment ça fonctionne, comme Internet. Et on n'est pas censé, le grand public ne sait pas comment ça fonctionne derrière Internet. Pourtant, il l'utilise. Alors, en effet, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance scientifique de la réalité pour avoir une connaissance pratique de cette même réalité. Un autre exemple, je ne sais pas comment fonctionne un moteur à explosion, pourtant je conduis. Mais justement, mais puisque la blockchain cherche à remplacer le tiers de confiance, je dois nécessairement avoir confiance en la technologie plutôt que dans un État central. Donc je dois connaître cette technologie. Sinon, ça va être très difficile de massifier, d'universaliser cette confiance si les gens concrètement ne comprennent pas comment fonctionne la blockchain. Je donne juste un exemple. Dans plusieurs cours d'économie, j'ai entendu de la part de certains professeurs qui me disaient la blockchain a été piratée et le cours du Bitcoin s'est effondré. Non, la blockchain n'a jamais été piratée et je pense que c'est un scénario tout à fait improbable. Ce qui a été piraté, ce sont certaines plateformes d'échange. De la même manière, on peut vous voler votre carte bleue, le système bancaire ne s'effondre pas. C'est quelque chose qui revient souvent, même au niveau de juste simplement un compte. Voilà. On n'a pas fait les choses bien, on n'a pas mis une sécurité à 100% et on retrouve dans les médias X bitcoins qui ont été volés ou perdus à tout jamais. On met à cause la blockchain. Mais effectivement, c'est super intéressant. Il y avait une vidéo que j'avais tournée au printemps de cette année. C'était un petit aperçu que j'avais fait au niveau du bassin Jacqueur à Montpellier où j'avais interviewé des gens pour leur demander, donc c'était un micro-trottoir, pour leur demander ce qu'ils connaissaient des cryptos, de la blockchain. Bon, évidemment, on retrouve les chiffres que tu as donnés tout à l'heure. Sur 25 personnes, il n'y avait aucun qui était capable d'expliquer ce que c'était. Et il y avait plusieurs questions que je posais, notamment une sur justement la question de la confiance. Est-ce que vous êtes plus partant sur un crypto-actif ou sur, encore une fois, l'argent fiduciaire? La plupart du temps, ils répondaient à l'argent fiduciaire. Pourtant, je leur disais que c'était quand même centralisé et contrôlé par le gouvernement, par un État-nation, et comparé au Bitcoin qui est plutôt décentralisé et qui est contrôlé par les individus. Et là, ils changeaient complètement d'avis parce que forcément, on ferait moins confiance à un État-nation. Est-ce que ça peut passer par cette idée-là que chacun fasse confiance plutôt à son voisin que plutôt qu'à une force supérieure qui est l'État-nation aujourd'hui? Bien, pour admettre cette hypothèse, il faudrait admettre que 100% de la population partage une opinion politique.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est impossible. Vous aurez nécessairement des défenseurs de l'État-nation. D'ailleurs, sur certains aspects, l'État-nation est positif, sur d'autres aspects, il ne l'est pas, etc. Finalement, vous avez relativement peu de gens qui pourraient croire que l'État-nation ou que la Banque centrale irait, entre guillemets, les arnaquer et qu'ils puissent perdre leurs euros. En tout cas en France, en tout cas en Europe. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Argentine. Désolé que je revienne toujours sur le même sujet, mais l'Argentine a beaucoup, finalement, nous enseigné, non pas parce que les Argentins sont plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils ont connu beaucoup de crises. En 2001, par exemple, on avait une suite de faillites bancaires. Le gouvernement bloque les retraits de pesos des épargnants, donc vous alliez retirer votre argent concrètement et vous disiez non, cet argent n'est plus là, on l'a plus. Comment ça, ce sont mes économies? Ah mais non, faillite de la banque, on n'a plus d'argent. Et le président de l'époque, Eduardo Duhalde, il faut savoir qu'à l'époque, un peso était égal à $1. On avait une parité totale. Bon, évidemment, les réserves de dollars diminuent en temps de crise, on ne peut plus assurer la parité. Pourtant, le président dit, si vous aviez des pesos, vous aurez la même quantité de dollars. Une semaine après, on évalue la monnaie de 300% et toutes vos économies fondent. Les économies de toute une vie fondent d'un jour à l'autre. Là, vous aurez, par exemple, un terreau favorable pour introduire justement l'argument confiance blockchain. Le problème, c'est que, là, on est sur un cas particulier, justement, parce que ça s'est mal passé, mais imaginons, justement, il y a des scénarios où on imagine une crise mondiale, même si ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais qui serait vraiment bien plus impactante que la précédente, et on arriverait sur forcément une échelle bien plus importante de soucis qu'on pourrait comparer comme celui-ci à celui de l'Argentine. Est-ce que ça peut passer par ça, justement? Eh bien, pour que ça passe par justement le scénario dont tu fais allusion, il faudrait nécessairement une faillite du système bancaire. Parce que une crise mondiale, c'est une chose, la hausse des taux de pauvreté et de chômage, c'est une chose. Autre chose, c'est la faillite du système bancaire. Si je vois que la richesse des plus riches augmentent, les inégalités augmentent, etc., ce n'est pas le système bancaire que je vais remettre en cause. C'est, si tu veux, je sais pas, le capitalisme, je sais pas. Il y a un peu de ça aussi, parce que pendant une période, on ne s'imaginait pas sans roi, par exemple, pourtant on leur a coupé la tête. Est-ce que ça peut être un peu la même logique ici? C'est une logique assez... pourquoi pas, hein, oui, pourquoi pas. Bon, juste une petite précision. En France, on a coupé la tête au roi parce que Louis XVI était particulièrement stupide, mais et particulièrement peu conciliant. Mais regarde l'Angleterre, ils n'ont pas coupé la tête au roi, ils ont monarchie parlementaire. Quoi. Est-ce qu'on aurait... la question, c'est à qui tu couperais la tête pour imposer le Bitcoin? Tu n'as pas un système personnifié ici. Je pense que s'il fallait populariser le Bitcoin... eh bien déjà ça ne dépend pas de nous, parce que les forces en présence sont déjà en action dans le modèle, si tu veux, ou dans la réalité. Et si ça devait se faire, je pense que ça devrait passer par du militantisme, de l'information, et finalement l'usage appelle l'usage, hein. C'est ce qu'on appelle la confiance méthodique. On voit que les autres font quelque chose, ça fonctionne, et puisque ça fonctionne, finalement on est assez peut évoluer dans ce sens-là, mais bon, si je vois que... Oui, voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Pourquoi j'utilise de l'euro? Ce n'est pas parce que l'État français me dit que je dois utiliser de l'euro. Ça, c'est, si vous voulez, le coup de pied initial. Mais j'utilise de l'euro parce que les gens acceptent des euros comme moyen de paiement. Sinon, je n'accepterai pas des euros comme moyen de paiement. C'est ce qu'on appelle la confiance mimétique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être sur les conséquences que pourraient apporter les crypto-monnaies, peut-être au niveau, encore une fois, de la planète? Alors, je sais pas, hein, ça peut être même au niveau de l'ingénierie de la blockchain, pas forcément de l'économie ou purement financier. D'accord, mais j'aimerais bien parler peut-être juste de la blockchain Bitcoin. On observe, alors déjà, on est parti de la base, sur une base très crypto-anarchiste, code is law. Sauf que Code is Law retire tout élément politique du Bitcoin, et comme tu l'as très bien dit dans l'émission où nous nous sommes rencontrés, le Bitcoin est finalement assez politique. Et même si les raisons de vouloir l'introduire sont politiques, déjà c'est une réponse à la crise de 2008 et à la centralisation des banques, etc.,
lorsqu'on observe que les pools de mineurs deviennent si importants et que la spécialisation du hash permet précisément cette centralisation de la force de calcul, eh bien, dans la communauté Bitcoin, on observe des débats entre personnes qui disaient non, surtout pas de politique, mais qui se mettent à parler de politique au sens large. Oui, c'est-à-dire réaliser un arbitrage entre deux situations qui ne sont pas nécessairement bonnes, quoi. Donc, il y a certaines opinions qui vont dans le sens de changer le hash, par exemple, ou d'introduire plusieurs hashes de manière à que je ne puisse pas, avec une seule carte, me spécialiser dans le hash 256, si je ne me trompe pas, pour le Bitcoin. Donc voilà, on observe ce genre de discussion, et la question qu'il y a derrière, c'est comment on évite une centralisation. Donc le code is law ne suffit pas, finalement. Et puisque le code a été codé par des êtres humains, les êtres humains étant imparfaits, on a toujours d'autres êtres humains pour soit critiquer, soit essayer de réparer les erreurs des premiers, quoi. Le code ne tombe pas du ciel, les lois non plus, la monnaie non plus, quoi. Ce sont des constructions humaines. Comment on fait alors ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Quelle est la suite un peu de la logique qui, au final, comme on l'a dit, de base est cyber-libertarien, pour arriver à aujourd'hui des questions politico-économiques de centralisation du Bitcoin ? Eh bien, j'ai pas tout à fait répondu à la question précédente. Mais imaginons qu'on ait une monnaie planétaire où on a une production très centralisée, et peut-être une concentration de cette monnaie entre peu de mains, sachant qu'il n'y a pas de nouvelle monnaie créée. Cette concentration peut aboutir à des inégalités extrêmes. Eh bien, est-ce qu'on ne serait pas en train de revenir à un modèle tout à fait centralisé, le même qu'on a essayé d'abandonner ? Exactement. Alors, comment on fait ? Je pense que déjà, il faut introduire cette question dans l'agenda public. En France, je trouve qu'on est assez conservateur sur la question. Il suffit de regarder le rapport de France Stratégie sur les ICO et la régulation des ICO pour se rendre compte qu'on a un petit bijou en France. On a des ingénieurs mais hyper talentueux qui disent finalement le gouvernement ne fait pas trop attention à nous, on va aller ailleurs, quoi. Autre question, est-ce que la régulation est évitable ou pas ? Est-ce qu'à un moment donné, on n'aboutit pas à une situation où vous devez nécessairement réguler d'une manière ou d'une autre ? Je donne juste l'exemple de la circulation des voitures. Il faut, pour que tout le monde puisse circuler, restreindre la liberté individuelle de circuler. Un feu rouge, c'est une atteinte terrible à la liberté individuelle de circuler. Mais sans feu rouge, personne ne pourrait circuler. C'est-à-dire qu'il a fallu réguler, si vous voulez, le marché de circulation des voitures, entre guillemets, pour permettre l'existence de ce marché, pour permettre l'existence de circulation de voitures. Est-ce qu'il n'en va pas de même avec le marché monétaire, le marché des cryptoactifs, etc. C'est une question que je me pose. Et à partir du moment où vous introduisez l'élément régulation, vous introduisez l'élément centralisation. Et surtout, je pense que les débats régulation oui-non sont des débats un petit peu enfantins. C'est quelle régulation oui, quelle régulation non. D'ailleurs, et là je fais un petit clin d'œil à l'école de la régulation française, il faut se rendre compte que, par exemple, le capitalisme, même le plus libéral, a des modes de régulation. La question, ce n'est pas est-ce que l'État régule ou pas, c'est comment se régule ou s'autorégule ce système. Mais dans autorégulation, vous avez nécessairement des éléments de régulation. Ok. Ça me fait penser à autre chose. Là. Je ne l'avais pas noté dans les questions, mais il y a des très très grands économistes, même si ce n'est pas des prix Nobel, mais qui sont très pro et d'autres qui sont très anti Bitcoin, blockchain, ainsi. Comment t'expliques que des personnes qui sont elles-mêmes spécialisées et qui ont eu à peu près la même histoire, le même recul sur ça, ont des conclusions complètement différentes là-dessus ? Ça ne concerne pas que la blockchain parmi les économistes. Donc, oui. Ce qui est intéressant avec l'économie, c'est qu'on peut avoir un prix Nobel qui raconte une version A, si vous voulez, et l'année suivante, vous avez un prix Nobel qui raconte exactement le contraire. Soit dit en passant, les prix Nobel en économie, ce ne sont pas vraiment des prix Nobel, ce sont des prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel,
qui font état d'une tentative d'autolégitimation scientifique de l'économie par rapport aux autres sciences sociales. Mais l'économie n'est pas une science exacte. D'accord. Sinon, vous n'auriez pas deux prix Nobel qui se contredisent fondamentalement. Et voilà, d'où ma question. Alors, comment est-ce que, par exemple, Jean Tirole et Stiglitz se positionnent contre le Bitcoin et comment, je ne sais pas quel économiste se positionne pour, d'ailleurs, publiquement. En tout cas, pas des économistes de renom comme Stiglitz ou Tirole. Eh bien, je pense que ça vient du fait qu'on cloisonne concrètement non seulement les sciences sociales, mais les sciences aussi et les savoirs en général. Pourquoi ? Parce que vous avez des économistes qui peut-être ne s'intéressent pas au fonctionnement de la blockchain, peut-être qui ne comprennent pas les implications de la blockchain, et qui voient dans le Bitcoin une sorte de montage informatico-financier voué à, entre guillemets, se casser la gueule. Mais l'année 2018 a été la preuve que le Bitcoin ne se cassera pas la gueule. On avait une très forte hausse des cours en 2017. Là, vous aviez les deux écoles. Oui, ça va monter jusqu'à $100 000 ou ça va redescendre à zéro. Bon, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est surprenant. Mais ça veut dire qu'il y a autre chose que de la spéculation derrière le Bitcoin. Ouais, s'il regarde sous le prisme peut-être purement économique, sans penser aux applications plus technologiques, sans parler des aspects qu'on a déjà abordés et qui seraient plus politiques aussi, sans parler purement financier du Bitcoin. C'est un peu ça aussi. Oui, et je pense que si vous regardez une réalité complexe et simplement à travers un seul prisme, vous aurez des réponses tronquées. Et si vous voulez baser toute votre réponse, tout votre positionnement sur des réponses tronquées, eh bien probablement ce ne soit pas la meilleure chose à faire, quoi. Donc je pense que si ces économistes-là se mettaient à se parler avec, pourquoi pas, les créateurs, enfin pas les créateurs du Bitcoin, on ne les connaît pas, mais les porteurs du Bitcoin, est-ce qu'ils ont fait des enquêtes sur eux ? Est-ce qu'ils ont... Bien non, ils ne l'ont pas fait concrètement. C'est pour ça que dès que vous avez des économistes qui commencent à s'intéresser à ces aspects, eh bien ils deviennent tout de suite bien plus ouverts. C'est ça. C'est le cas par exemple, vous avez un séminaire à l'EHESS qui porte sur les crypto-monnaies. Il est mené à bien par Maël Roland, je l'ai déjà cité dans une autre émission, mais je veux vraiment lui faire un peu de pub parce qu'il est... c'est quelqu'un qui, du point de vue économique... En partant de l'académie, si vous voulez, a commencé à se former sur les questions informatiques et vous avez là un clair exemple qu'on peut mixer les savoirs pour arriver à des conclusions vraiment plus travaillées, quoi. C'est ce que j'ai dit. On pèse le pour et le contre beaucoup plus en profondeur. Donc là, tu as donné des chiffres et on arrive à une question qui a été posée qui serait peut-être un petit peu moins technique. Combien pourrait raisonnablement et réellement valoir un Bitcoin dans l'avenir ? Détrompe-toi, je pense que cette question est extrêmement technique parce qu'elle pose comme hypothèse principale que toute la population mondiale voudrait se défaire de ces monnaies fiat pour acquérir du Bitcoin. Le corollaire de cette hypothèse est que plus personne ne voudrait de monnaie fiat. Donc on pourrait, avec un très grossier calcul, prendre toute la masse monétaire du monde et la diviser par 21 millions, donc 21 millions de Bitcoin, et ça nous donnerait un chiffre. Je pense que ce chiffre ne serait absolument pas le chiffre qui pourrait être le prix du Bitcoin si une situation similaire devait se produire. Pourquoi ? Parce que d'un côté, si vous avez du Bitcoin par exemple, et vous savez que ça va être de la monnaie du futur, tout le monde abandonne des monnaies fiat. Très probablement, vous n'accepterez pas de monnaie fiat en échange. Inversement, vous avez des monnaies fiat et vous voulez acquérir du Bitcoin. Bien, ces monnaies fiat, on va prendre comme exemple le dollar, ne vaudraient plus rien, puisqu'on est à 2 doigts de l'abandonner. Il ne vaudrait plus rien. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin libellé en dollars aurait tendance à augmenter de manière exponentielle. On serait en présence d'un marché avec très peu de transactions finalement, puisque à ce moment-là, au moment limite, au moment critique, au seuil si vous voulez, eh bien plus personne ne vendrait du Bitcoin en dollars, puisque tout le monde va abandonner les dollars. Donc le prix explose, il y a peu de transactions, et finalement, c'est une situation un petit peu paradoxale, puisque je vais essayer de reformuler. Ce prix mesuré en dollars augmenterait,
Mais le pouvoir d'achat du Bitcoin n'augmenterait pas en termes de marchandises. Pourquoi ? Parce que le dollar ne serait plus du tout le bon étalon pour mesurer le prix du Bitcoin. Voilà. Et sachant, voilà, et là je veux en venir à la limite de la transition. Sachant que si j'ai des dollars et que tout le monde va les abandonner, je ne peux pas acheter de Bitcoin, parce que personne ne va me les vendre. À quel moment se fait justement ce passage du dollar au Bitcoin ? Justement, s'il n'y a pas de transaction, le Bitcoin est trop cher, le dollar ne vaut plus rien. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on effectue ce passage ? À un moment, ça va bloquer. Pour débloquer la situation, nécessairement, vous voyez qu'ici, il y a typiquement une faille de marché. Ouais. Comment vous arrivez à résoudre une faille de marché ? Eh bien, c'est de nouveau avec de la régulation. Régulation égale centralisation. Et on arrive toujours au même paradoxe. C'est intéressant. C'est sûr que c'est une question à se poser où on rentre dans un paradoxe qu'il faudra se poser le jour où ça peut arriver. À court terme, est-ce que tu veux donner un chiffre ? Est-ce que, voilà, en 2020, en 2030, comment tu vois la chose ? Les fameux chiffres, mais en général on évite de donner des chiffres parce que le futur arrive toujours à l'idée, c'est évidemment personne n'a boule de cristal. Moi-même quand je donne des chiffres, c'est une extrapolation, c'est à la fois technique et économique, voire même purement mathématique des fois, où on voit des graphes où on essaie de le comparer à un logarithme pur qui nous amène à un bitcoin à $100 000 en 2021. Est-ce que toi ça te parle ? Est-ce que tu fais confiance à ce genre d'études ? Est-ce que tu as une autre vision ? Eh bien, je pense que pour établir un chiffre, il faudrait d'abord étudier les composants du marché, c'est-à-dire comment vont se comporter les investisseurs baleines, qui sont ceux qui détiennent la plus grande quantité de Bitcoin, et ce sont eux qui finalement, dans un marché qui n'est pas si atomisé que ça, peuvent définir le cours du Bitcoin. Donc ils ont accès aux meilleures informations, très probablement ce sont des gens qui se connaissent, ils peuvent coordonner leurs actions, et ils peuvent faire varier le cours du Bitcoin. Nous sommes des price takers, des preneurs de prix, des suiveurs si on veut. Donc partons de l'hypothèse que ces gens-là vont continuer à détenir des Bitcoins en espérant qu'on atteigne un Bitcoin à $100 000. Si cette information se diffuse, il va se passer quoi ? Eh bien, la demande de Bitcoin va augmenter et dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, le cours du Bitcoin va augmenter. La question que je me pose, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé l'an dernier ? Pourquoi, à un moment donné, la bulle a semi-éclaté ? On parle de correction des cours, mais la définition d'une bulle spéculative à la hausse, c'est précisément le fait de vouloir acheter dans le seul but de revendre plus cher. Exactement. À partir du moment où on a un agent sur le marché qui dit ou qui pense qu'il ne va pas pouvoir revendre plus cher, il n'achète pas. Cette information se diffuse et les cours chutent, parce que la demande diminue. Et si les cours chutent, vous avez tendance à vendre et vous vendez, le cours chute, etc. Donc, pour le chiffre, voilà, pour le chiffre, je suis tenté de penser que à moyen terme, le cours du Bitcoin va augmenter. Sauf si, et là on ne peut vraiment pas le prévoir, sauf si apparaît sur le marché une autre crypto-monnaie 10 fois plus performante, basée sur une innovation technologique qu'on ne peut absolument pas prévoir. On est sur ce qu'on appelle un signe noir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout prévoir. Et même en imaginant qu'il y a quelque chose de mieux, ça ne veut pas forcément dire que ça sera adopté aussi par la masse. Donc on peut avoir la meilleure idée révolutionnaire de l'histoire, c'est pas pour autant que ça va être adopté par la masse. Oui. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple de Google. Vous vous rappelez, Google était une toute petite start-up de la Silicon Valley à l'époque où il y avait des géants par rapport à Google. Et 20 ans plus tard, voilà le résultat. Google est absolument en situation de monopole absolu sur le marché. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que ce n'est pas tout à fait sûr qu'une innovation puisse être adoptée de manière massive et très rapidement. Mais si on part de l'hypothèse que les innovations les plus performantes vont à moyen terme être adoptées, eh bien, il faut peut-être considérer que la valeur stockée dans le Bitcoin puisse se reporter vers une autre crypto-monnaie à moyen terme. Donc, il faudrait peut-être plutôt plancher sur un cours du Bitcoin d'ici 5 ans, pas d'ici 20 ans. Car d'ici 20 ans, on ne peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer. Là, c'est beaucoup trop compliqué. Et le nombre de paramètres, déjà, qui est compliqué à prendre en compte aujourd'hui, dans un 20 ans, c'est un peu impossible, c'est sûr.
Merci beaucoup, Pablo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as d'autres réponses à nous donner sur des aspects qu'on n'a pas encore abordés? Alors oui, tu m'avais envoyé d'autres questions aussi. Je voudrais Oui, peut-être bien sûr. aborder Ouais. l'aspect monnaie déflationniste du Exactement. Bitcoin. Ouais. Alors, je me rappelle que dans la question, l'internaute précisait qu'on n'avait jamais utilisé de monnaie déflationniste dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. Ok, donne-nous et plus ou moins la Voilà. réponse. D'ailleurs, Attendue. en économie, on donne toujours l'exemple des galions espagnols chargés d'or qui arrivent en Espagne Ouais. et qui augmentent très rapidement la masse monétaire espagnole, sachant que l'or n'était pas une monnaie d'échange, hein, c'était une monnaie sur laquelle on basait des monnaies d'échange. D'accord. Donc, Ouais. les monnaies en bronze valaient un X quantité d'or, etc. Mais si vous augmentez le stock d'or, très probablement vous augmentez la quantité de monnaie en bronze qui circule, etc. Du coup, vous avez une production plus ou moins rigide. On voit une masse monétaire qui arrive, les prix montent. Ouais. Sauf que l'Espagne, qui n'a pas tant profité de la colonisation que ça, hein, finalement, puisqu'elle était très endettée, voit que le stock d'or diminue très rapidement ensuite. Et là, vous avez des situations de déflation. Donc, abondance monétaire et pénurie monétaire égale crise économique, quoi. Ouais. Donc, l'or était une monnaie déflationniste si on considère que son offre était rigide. Mais pour bien approfondir cette question, revenons-en au mécanisme de l'inflation. Donc l'inflation est aussi un sujet qui divise énormément les économistes, hein, typiquement sur l'axe gauche-droite. Ouais. C'est un peu trop long, mais je vais juste prendre l'inflation monétariste. Hein. On est Ouais. vraiment du point de vue de Milton Friedman, pour le coup. Je critique pas mal de choses sur Milton Friedman, mais là, pour le coup, on va prendre la théorie quantitative de la monnaie, qui est un petit peu la théorie mainstream, même si l'inflation ne s'explique pas uniquement par l'augmentation de la masse monétaire. Il faut la prendre en compte comme réponse possible. Donc, eux, ils posent une équation, c'est vitesse de la monnaie fois masse monétaire égale prix fois transaction. Ils nous disent la vitesse de circulation de la monnaie et la quantité de transactions sont stables, donc masse monétaire égale prix. Ce qui veut dire qu'une augmentation de la masse monétaire va engendrer une hausse des prix. Et le mécanisme est le suivant, hein, finalement. Si vous augmentez la masse monétaire, concrètement, ce que vous dites, c'est que vous augmentez la quantité d'argent que les gens détiennent. Vous augmentez donc le pouvoir d'achat, la demande augmente, ça fait pression sur les prix augmentent. Imaginons que la masse monétaire, celle du Bitcoin par exemple, soit stable. Eh bien là, on n'observe pas tout de suite une déflation. Si la masse monétaire est stable, la pression sur les prix est constante, et vous n'avez pas d'inflation, mais pas de déflation non plus. Par contre, vous êtes sur une sorte de point sel. Hein, vous vous rappelez les fonctions en maths, le point où tout peut basculer, justement. C'est instable. C'est un équilibre instable. C'est un équilibre instable. On ne tend pas vers un équilibre. Pourquoi ? Parce que si les producteurs, par exemple, ont un surplus dans une situation où la demande est stable, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont diminuer leur prix. Et s'ils commencent à diminuer leur prix, vous avez une situation de déflation qui a le caractère d'être auto-entretenue. Pourquoi ? Parce que si tout le monde diminue ses prix, vous consommateurs, vous attendez que les prix diminuent. Sauf que la demande à court terme continue à diminuer, et les producteurs, finalement, ils ont besoin d'entrée d'argent, ils voient que le chiffre d'affaires diminue, bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils licencient, ou ils baissent les salaires. Donc, la demande diminue encore, donc les prix diminuent encore, et rebelote. Et là, vous arrivez à une situation de crise. Alors, cette situation, paradoxalement, dans un système avec de la monnaie crédit, sachant que, comme j'explique tout à l'heure, il faut toujours remplir la baignoire, car le remboursement des crédits équivaut à la destruction monétaire, eh bien, est un système qui peut aller très très loin dans le chemin de la crise, hein, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que il n'y a plus de nouveaux investissements, et donc la baignoire se vide, la masse monétaire diminue encore, la demande diminue encore, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le cas du Bitcoin, je pense que la déflation serait limitée. Dans le cas où il y a une déflation. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est géré comme une sorte de monnaie pleine. Il n'y a pas de destruction monétaire. C'est-à-dire que l'effet baignoire qui se vide et diminution du pouvoir d'achat ne s'observerait pas. On aurait peut-être des mécanismes d'incitation, de marché, et là aussi vous avez une faille de marché, hein, qui ferait que les prix auraient tendance à baisser, et cette baisse serait auto-entretenue jusqu'à un certain moment, parce que concrètement, à un moment il faut manger, il faut acheter, hein. Et là, vous auriez ce pouvoir d'achat disponible. Vous l'auriez. Donc,
peut-être que plutôt que de parler de tendance, de monnaie déflationniste, on pourrait parler de monnaie à tendance déflationniste, qui serait contrecarrée par d'autres tendances. Je voudrais aussi aborder la question du pouvoir d'achat en Bitcoin. Je me rappelle, lors de l'émission précédente, on l'a abordé très rapidement. Et si on parle de monnaie déflationniste, on est en train de dire, tiens, c'est très bien, le Bitcoin, le pouvoir d'achat du Bitcoin augmente. Donc, libellé en monnaie fiat et en marchandises. Pourquoi ? Parce que si le prix des marchandises diminue, eh bien, il faut concrètement moins de Bitcoin pour acheter la même quantité, ou avec la même quantité de Bitcoin, vous achetez plus de marchandises. Ça ne veut pas dire que votre pouvoir d'achat augmente. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat, par exemple, le salaire réel, c'est le salaire nominal, donc ce que vous voyez sur votre fiche de paye, sur l'évolution du prix, sur les prix. C'est-à-dire que si votre salaire augmente plus vite que l'augmentation des prix, votre pouvoir d'achat augmente. Mais si les prix diminuent, mais votre salaire, qui est aussi un prix, c'est le prix du facteur travail sur le marché du travail, diminue plus vite que la diminution des prix, dans ce cas-là, votre pouvoir d'achat diminue. Donc, vous pouvez avoir une situation de déflation, et c'est généralement le cas, où votre pouvoir d'achat diminue, même si le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. D'accord, ok. Donc, comment imaginer un système où on éviterait cette déflation crise, eh bien, pourquoi pas, avec une offre rigide ou de Bitcoin, on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait un organisme qui pourrait stocker des Bitcoins pour rendre l'offre un petit mouvement rigide. Donc, en temps de déflation, on introduit du Bitcoin. Il y a toujours 21 millions, mais la quantité de Bitcoin disponible circulant dans l'économie pourrait varier. Et sinon, on pourrait, pourquoi pas imaginer introduire la variable crédit dans ces systèmes basés sur le Bitcoin. Le Bitcoin pourrait devenir une monnaie de référence, voire une monnaie centrale, et on pourrait la faire jouer avec des monnaies crédit également basées sur la blockchain, comme la monnaie PAL, par exemple. Évidemment, de nouveau, on arrive au problème, à la question de la centralisation. Et je pense qu'elle est inévitable, cette centralisation, à un moment donné. Et la question, plutôt que de se poser la question de comment elle est vide, comment on la rend constructive. Voilà. Et à quel niveau ? C'est la vraie question, peut-être. À quel niveau ? Ouais, aussi. Ouais. Ok, merci beaucoup, ça fait pas mal d'informations. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Pour le moment, déjà, juste merci de m'avoir invité. Et ce sont des sujets qui, je pense, intéressent pas mal de monde et devraient intéresser encore plus de monde parce que ce sont vraiment des questions, ce sont les questions du futur, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pense qu'on en est à plus de 3/4 d'heure, donc posez toutes vos questions dans les commentaires. Pour toutes les sources qu'on a citées, je vais essayer de les mettre dans la description. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, va dans la description, je vais rajouter pas mal de contenu. On se retrouve très vite. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi te procurer mon bouquin. Donc l'heure de tuer les intermédiaires. On va un petit peu plus loin dans ce bouquin, on parle vraiment aussi d'application au marché, on parle de futur, de la crypto. Et si ça t'intéresse, je vais mettre aussi le lien pour le coup. Et on se retrouve très bientôt. Ciao Pablo, ciao à tous.